Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous avez passé un bon week-end. Nous, en théorie, quand vous écouterez cet épisode, on sera en vacances, donc on est content. Cette semaine, les actus de la semaine, grande semaine pour nous. Mais déjà, t'as oublié de leur souhaiter bonne rentrée, parce que ça, quand ils écouteront... Mais moi, je suis sur ce un autre podcast. multivers, moi. Ouais, c'est ça, mais je pense que la majorité auront fait leur rentrée ou feront leur rentrée, hein, que vous soyez à la fac ou au travail. Bah, écoutez, force à vous, courage. Je pense que c'est important de se dire que si vous avez des objectifs, en réalité, il vous en reste certainement que quelques-unes des rentrées à faire pour que vous les atteigniez et qu'en tout cas, vous puissiez être dans une situation où vous faites ce que vous avez envie de faire, c'est le plus important. Après, si c'est déjà le cas, bah, franchement, bravo à vous et surtout ne lâchez rien. Je crois que l'année dernière, pour la rentrée, on avait fait un épisode sur... en gros, que c'était possible d'acheter un immeuble d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année. Ouais, je me souviens qu'on avait fait cet épisode-là. Et nous, tu te souviens comment on était en PLS il y a un an? Franchement, on était au bout du rouleau. Il restait 3 mois, on était là. Oh. Ah ouais, on était épuisés des tafs. On avait une année chargée parce qu'on avait plein de projets et en même temps, on n'est pas parti en vacances. On n'est pas parti en vacances. En plus, c'était une année où on avait dû gérer plein de problématiques qui étaient vraiment difficiles, dont certaines qu'on traîne encore aujourd'hui. Donc, franchement, tu vois, c'est des fois là où il faut regarder quand même un an en arrière et sans doute qu'on vivra quand même un meilleur mois de septembre cette année qu'on le vivait l'an dernier, quoi. Bah, j'espère, parce que l'année dernière, en septembre, on était déjà avec nos galères d'Enedis. Mais la bonne nouvelle, c'est que 1 an plus tard, nous avons enfin le courant. Enfin, ça a été mis cette semaine. On a enfin fini avec Enedis. Moi, je m'attends. Franchement, tu sais que je me réjouissais même pas. Je me disais, je suis sûre qu'ils vont encore trouver une merdouille pour nous reporter la mise en tension, etc. Et non. Ils ont tenu leur calendrier. Je me souviens que c'était il y a à peu près 2 mois, début juillet, quand vous avez dit que normalement on avait du courant pour le 26. On a eu du courant pour le 26. Alors, ça n'a pas été les dernières galères qu'on a eues, mais en tout cas, maintenant, l'arc Enedis est enfin terminé. Ouais, donc Enedis, ça y est, c'est terminé. Le truc, c'est que du coup, pour ceux qui ont suivi un petit peu, nous, ce qu'on voulait, c'était qu'il y ait des locataires qui rentrent pour le 26, parce que forcément, après... On perd plus de temps, en fait. Après 1 an et demi sans loyer, si vous voulez, et là, le prêt, il est en amortissement depuis le début de l'année. Il est temps, en fait. Il est temps de rentrer des sous. Si vous voulez, quand vous sortez tous les mois 2700 € dans un financement et qu'en face, il n'y a pas de loyer, au bout d'un moment, vous êtes là en mode, bon, faut que je loue, là, il n'y a plus le choix, quoi. C'est ça, sachant qu'en fait, on a encore des frais supplémentaires. La semaine d'avant, on avait eu un dépannage de fuite en urgence. Là, on est en train de faire des devis. Non, mais là aussi, on est en train de faire des devis. Pour ceux qui ont suivi, en fait, on a l'arrivée d'eau qui avait été déplacée par les boucs qui ont fait le chantier. On n'a pas le droit de déplacer une arrivée d'eau. D'ailleurs, c'était un problème qu'on gérait à cette époque-là, ouais. l'année dernière. C'est pas l'arrivée d'eau qu'ils ont déplacé, c'est le compteur. Le compteur, pardon. Le problème, c'est que l'arrivée d'eau est en 16 mm et pour 9 appartements, en fait, faut que ce soit en 32. Donc, autant vous dire que là, ça va. Ils sont que 4 pour l'instant. Donc, on croise les doigts qu'ils tirent pas tous en même temps sur la douche. Mais voilà, c'est le genre de problème où on est sur des finitions de merde, où ça prend 1000 ans. Pareil, les parkings, ils sont toujours pas faits. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, l'entreprise a été en congé tout le mois d'août. D'ailleurs, elle devait nous reboucher la tranchée pour Enedis. Au final, c'est nous qui l'avons fait. Enfin bon, bref, on est sur des galères comme ça. Et petite surprise, c'est que du coup, vu qu'on n'avait pas le courant, il y a plein de choses qu'on pouvait pas tester. Et autant vous dire que c'était une semaine un peu galère, parce que les premiers locataires, en fait, m'appellent pour me dire que ils ont pas d'électricité. Et je suis là, c'est génial, on était censé avoir l'électricité, ils ont pas d'électricité. En fait, les raccordements du compteur n'ont pas été faits au Linky, c'est ça ? Du compteur général n'ont pas été faits au Linky. Oui, c'est que là encore une mauvaise surprise d'Enedis, comme quoi même. Je sais pas qui devait le faire. Si, c'était le prestataire d'Enedis, parce que si vous voulez, quand on fait toute l'installation électrique d'un appartement, forcément, si le Linky n'est pas posé, c'est normal, l'électricien il peut pas faire le raccord du tableau général au Linky. Donc en fait, il avait mis tout en place pour qu'ils aient juste à poser le Linky dessus, et en fait la logique c'est que c'est le prestataire qui justement pose le Linky, qui doit faire le raccordement du tableau général sur le Linky, parce qu'en fait nous tout était prêt, c'est-à-dire il y avait plus que la phase et le neutre à raccorder sur le Linky pour que du coup l'appartement soit relié. Et en fait nous forcément on s'est pas posé la question. Pour moi ça me paraissait évident, et en plus j'ai un doute, mais il me semble que Enedis nous l'avait dit, que c'était eux qui s'occupait de faire le raccordement du Linky, mais dans les deux sens, autant la partie raccordement réseau que la partie raccordement appartement.
parce que bon, c'est sûr, c'est pas leur but, enfin, c'est pas leur travail de s'occuper de l'électricité sur la partie intérieure de l'appartement, mais en soi, une fois que tout est prêt, en plus nous, tout était déjà validé par les consuels, donc en fait, ils avaient aucune raison de pas faire le raccord complet, sachant que même d'un point de vue concrètement d'un électricien, c'est juste raccorder 2 fils, le mec il en a pour 3 minutes chrono en main, et en fait ils ne l'ont pas fait. Du coup on s'est retrouvé avec des Linky qui étaient effectivement reliés au réseau, où il y avait effectivement du courant à l'intérieur, mais Pas, qui en ne fait. distribuait pas dans le tableau de l'appartement. Du coup nos locataires n'avaient toujours pas de courant, et le problème c'est qu'encore une fois, ça on l'aurait su, à la limite On c'est pas l'aurait grave, on aurait anticipé, refait ouais. passer quelqu'un, surtout qu'en plus c'est vraiment pas de chance, on a un électricien qui est passé début de semaine pour un autre sujet en lien avec Enedis, et si on l'avait su, en fait on lui aurait demandé, il nous aurait fait les raccords de tous les Linky, comme ça on était bon. Et là le problème c'est que du coup on se retrouve avec 2 locataires qui sont rentrés dans l'appartement, qui ont ouvert leurs abonnements, qui voyaient bien que le Linky fonctionnait mais qui n'arrivaient pas à mettre le courant dans l'appart, et on a dû bien chercher avant de se rendre compte que c'était cette connerie de tableau pas raccordé au Linky. Donc vous voyez que même à la fin des fins, toujours des galères, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est un peu pénible parce que du coup, ça fait des mauvais rapports avec les locataires dès le D'entrée. départ. Donc je vous dis Ce qu'on pas, n'aime j'ai pas mon du tout. téléphone, il fait que sonner, c'est insupportable. Et forcément, ils sont là en mode c'est pas normal, machin. Après bon voilà, c'est un peu le pas de chance du début, mais bon voilà, du coup on se rend compte là aussi qu'il y en a sur toujours le même un des appartes. En fait, visiblement la salle de bain, le disjoncteur fait que sauter. Dès qu'elle allume le chauffe-eau, en fait, ça fonctionne pas. Donc, Ça, je pense que c'est la faute du fournisseur d'énergie, moi, je pense mais que c'est parce qu'elle a pas assez d'énergie et en fait, ça saute les plombs parce que quand vous mettez en service un compteur qui n'a jamais été utilisé auparavant, allez savoir pourquoi, en fait, il y a un petit délai. Alors, moi, on m'a dit 5 jours ouvrés, donc je pense que c'est pour ça. Donc, elle a le minimum pour l'instant d'électricité. Donc, je crois que c'est 1000 kilowatts, un truc comme ça. Mais il n'y a pas forcément full puissance. Donc, ça m'emmerde parce qu'elle peut pas prendre de douche chaude. Donc, c'est pénible. Heureusement, elle est copine avec la voisine qui, la elle, pour le voisine. coup, a du courant, on sait Oui, pas on pourquoi. sait pas pourquoi. Elle, tout fonctionne. Donc, écoutez, normalement, lundi, le maître d'œuvre qui a redonné signe de vie est censé gérer ces derniers trucs-là. Pareil, on a une fuite d'eau dans la cave. Je pense parce qu'il y a un siphon qui est mal qui est mal vissé. Enfin voilà, bon bref, on a un peu une mise en location un peu difficile là cette semaine. Après voilà, j'espère que ça roulera. Il nous reste des extérieurs aussi à faire. J'espère qu'ils vont un peu se bouger pour qu'ils puissent En garer fait, les c'est surtout voitures. qu'on termine, quoi. Enfin, c'est C'est des ça. trucs Pour où nous, ça devrait être fait c'est depuis 6 mois. Pour nous, c'est un peu difficile, sachant qu'en plus, la mise en location est faite par un agent IMO qui est super sympa, on vous l'a déjà dit, mais super sympa et surtout efficace. Et là, c'est vrai que du coup, bon, ça fait comme si on n'était pas des propriétaires un peu à l'arrache, alors que pas du tout. C'est juste qu'en fait, on n'a pas la main sur ce genre de choses. Et qu'en fait, on subit beaucoup d'intermédiaires, beaucoup de gens qui font pas tout à fait leur travail, ou on subit, là, par exemple, encore une fois, dans le cas Enedis, fournisseur d'énergie, l'organisation et la manière dont ça fonctionne en France, en mode, nous, propriétaires, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que le compteur soit raccordé au réseau via la partie Enedis qu'on a fait, qu'il soit également branché sur le tableau. Ça, c'est ce qu'on vous disait, que du coup, on a fait un peu à la dernière minute hier. Mais la problématique, c'est que maintenant, si le fournisseur dit, en fait, moi, je peux pas délivrer le courant et qu'il invente des délais ou je ne sais rien, en fait, on n'en est pas responsable et ça, on peut pas l'anticiper parce que comment expliquer que la voisine, elle a du courant instantanément et que pour La l'autre deuxième, locataire, ça marche pas. Le problème, c'est que si le fournisseur, il fait pas le taf derrière, parce qu'encore une fois, vous tombez sur des gens qui veulent pas aller au bout de la problématique ou qui se sont juste dit, c'est pour nous, c'est pas urgent, quelqu'un ait pas le courant, etc. En fait, nous, on est proprio. Je veux dire, c'est pas moi qui suis propriétaire de la centrale nucléaire, quoi. Donc, je peux pas faire mieux. C'est ça qui est un peu difficile cette semaine. On se disait avec Jules, c'est qu'en fait, on subit, tu sais, beaucoup d'intermédiaires et beaucoup de choses qui sont pas de notre fait, où on n'a pas trop la main dessus, mais en fait, à la fin, c'est toujours nous qui payons, tu vois, les rabais pour le loyer parce qu'elle a pas eu d'électricité pendant 3 jours, c'est pour notre pomme. Le dépannage de la fuite en express, c'est pour notre pomme. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à le tuyau d'arrivée d'eau. Voilà, on a eu un devis à 3 900 €, quoi. Hors taxe. Hors taxe. Alors que, je veux dire, sur le moment, ils savaient, quand ils ont posé le 16 mm, que ça serait pas suffisant.
Et en fait, c'est toujours nous qui payons, quoi. Donc c'est un peu, c'est vrai que là, c'est un peu longué, on en a marre, en fait. On a envie Ouais, que ça s'arrête. là, pour le coup, on avait envie que ce chantier se termine. Après, c'est toujours moi, à l'époque où j'étais en banque, on disait toujours que quand un dossier partait de travers, tout partait de travers, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que là, ce chantier-là, on comprend pas pourquoi vraiment on enchaîne toutes les galères possibles et inimaginables. Et c'est que, encore une fois, c'est ce que je dis souvent avec des gens qui soit débutent l'immobilier, soit n'en font pas encore, c'est que en gros, le plus grand frein quand tu veux démarrer l'immobilier, c'est ah mon Dieu, je vais avoir des problèmes avec des locataires. Là, franchement, 99% de nos problèmes des dernières semaines, c'est pas des problèmes avec les locataires, c'est des problèmes avec les artisans, avec les fournisseurs d'énergie, avec Enedis, avec les mairies, avec la SM3 pour les ordures ménagères dont on vous parlait la semaine dernière. Enfin, je veux dire, on a vraiment des problèmes avec tout et tout le monde, et en fait qu'avec des professionnels. C'est-à-dire que la grande image fantasmée de non, le méchant propriétaire qui va avoir des problèmes avec le gentil locataire qui veut pas payer le loyer, ou l'inverse, en fonction de là où vous vous placez, le méchant locataire qui veut pas payer le loyer ou gentil propriétaire, peu importe. En réalité, c'est pas que ça n'arrive pas, c'est que si c'était que ça le problème, bah franchement, je dirais pas les doigts dans le nez, mais je dirais qu'en fait, vous effacez 80% de nos problèmes, quoi. Là, vraiment, notre loi de Pareto, c'est 80% de nos problèmes dans l'IMO actuellement, c'est que des professionnels, donc des gens qui ne font pas leur travail, ou alors nous, on subit les aléas bureaucratiques, les délais dans tous les sens, et rien qu'Enedis, bon, on en a déjà trop parlé dans ce podcast pour encore en revenir dessus, mais ok, là maintenant on est raccordé, mais je comprends, enfin, on peut refaire l'histoire. Très sincèrement, on aurait dû être raccordé le 26 août 2024, quoi, pas le 26 août 2025. C'est ça. Et pour redonner un peu encore un autre exemple, on a des bureaux. En fait, on a une fuite où ça sent pas bon dans les locaux. Ça fait 1 an que ça dure, ce truc-là. 1 an que ça dure. Et en fait, on a un gestionnaire de syndic qui à la ramasse, quoi. Il met 15 ans à faire les choses. Les professionnels mettent 15 ans à intervenir. Ça coûte des ronds. Donc après, tu vois, pour l'hôtel, en vrai. Bon, je pense que là, on est un peu sur le vif, etc. C'est tout le temps comme ça quand on a des problèmes. Je suis sûre que dans 6 mois, on se dira, bon, on a quand même appris pas mal de choses. Après, il y a quand Non, même mais il y a une perte financière qui est un peu difficile à avaler quand même. Pas à absorber, mais juste à avaler pour nous, en fait, parce qu'on a l'impression de travailler pour cacahuètes. Mais bon, je suis sûre d'ici 6 mois, déjà, on aura un peu changé de discours, on aura relativisé. Et tu vois, il y a plein de trucs maintenant. Bon, c'est pas que ça nous fait moins peur maintenant de faire des choses avec Enedis parce qu'on sait comment appréhender le truc, tu vois. ouais, complètement. Mais c'est sûr que ça fait de l'expérience, mais en fait, c'est que toujours pareil, c'est que tu rapportes ton opération au temps passé et à l'énergie que tu as dépensé. Et c'est vrai que des fois, tu te dis, bon, bah, par exemple, stopper là, on est rentable sur les chiffres, sur le papier, etc. En termes d'énergie, de charge mentale et de temps passé à la charge, on sera jamais rentable dessus parce qu'en fait, on a eu juste trop de problèmes. Mais c'est vrai que ça, par contre, ça fait partie des aléas de l'immobilier. C'est-à-dire, vous pouvez avoir du risque. Le risque, ça peut être de la perte financière, un peu comme on a eu sur Stoppé, mais ça peut aussi être beaucoup de temps investi dedans, tu vois. Et c'est vrai que par exemple, les bureaux où on a un problème de, je crois qu'on avait parlé rapidement sur le podcast, mais grosso modo, en fait, il y a les canalisations d'évacuation des eaux usées de la copro qui sont plus étanches, et du coup, on a des remontées d'odeurs très nauséabondes. J'y étais encore hier pour une visite, et c'est vrai que ça sent très fort et très mauvais, sans les égouts, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que ça fait 1 an qu'on est propriétaire, ça fait 1 an qu'on alerte le syndic sur le sujet, etc. Et en fait, on aura seulement l'intervention d'une entreprise d'ici mi-septembre, quoi. Ouais. Et on est là en mode, je comprends pas pourquoi ils ont encore mis 1 an à intervenir. Je veux bien que, à partir du moment où on signale un problème, ça peut pas se régler en 2 jours. Mais entre eux, mettre 1 mois pour le régler et mettre 1 an pour le régler, il va falloir m'expliquer pourquoi ça a pris 1 an. Et surtout qu'en plus, quand le syndic de copro a te dit qu'ils ont été réactifs sur le sujet. Tu dis, vous avez été réactifs, mais ça fait 1 an. Genre, je veux dire, là, on en était au point où on avait une assurance protection juridique sur ce bien-là. On a été au point de se dire, est-ce qu'on démarre un litige avec avocat et compagnie sur la copro, quoi. Bah franchement, je pense qu'on en réfléchit encore parce que ils ont pas déclaré en plus l'incident auprès de la copro, c'est-à-dire que nous on a déclaré auprès de notre assurance, mais en fait là le mec qui s'occupe de nous au syndic n'a pas déclaré et en fait je sais ce qu'il est en train de faire. Tous les frais de recherche de fuite, etc. il les met sur notre compte à nous, comme si c'était une demande de notre part et que c'était unilatéral. La vérité c'est que là c'est les canalisations de l'immeuble, donc c'est la copro qui est concernée, donc en fait ça va être aussi pour sa pomme et on va batailler juridiquement là-dessus, je pense. Et en fait, c'est surtout quand il se rend pas compte, mais nous, on a perdu plein de prospects pour louer nos bureaux parce qu'en fait, l'odeur, c'est dérangeant. C'est le premier truc que vous sentez quand vous entrez.
Enfin, et lui, il en a rien à foutre. Ouais, complètement. Donc voilà. Bref, c'était la petite mise à jour des problèmes. Bon, vous voyez quand même, il y a jamais mort d'homme, hein, on avance, etc. Mais je pense que c'est bien qu'on vous le dise parce que, encore une fois, ça met de la lumière et j'aime bien sur Instagram, on nous traite tout le temps de vendeurs de rêves et qu'en gros, ce qu'on fait, c'est pas possible. Ah si, c'est possible, mais voilà. Nous, dans le podcast, on vous explique le revers de la médaille, les problématiques qu'on a, comment on les gère, l'expérience qu'on en tire. Des fois, quand on peut vous donner un conseil, vous en donne. Là, pour le coup, sur l'étanchéité des canalisations dans une copro, là, pour le coup, il n'y avait pas de hack. Hein. On a fait tout ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire harceler le syndic jusqu'à ce qu'il intervienne. On n'avait pas de meilleure solution. Mais c'est vrai que, par exemple, maintenant on le dit, hein, pour Enedis, si un jour vous faites un chantier avec Enedis... Faites pas leur procédure de merde, là. Ouais, faites venir Enedis le plus tôt possible sur votre chantier pour ils puissent voir en amont, donc avant que vous démarriez les travaux, où ils veulent passer les gaines, les problématiques que vous allez avoir et que vous commenciez pas à engager des frais et à devoir casser des choses pour refaire, ce qui coûte cher et qui est très frustrant, si en fait ils se rendent compte à la fin que c'était pas bon. Oui, exactement. Donc voilà pour ça. Deuxième news de la semaine, Juju, il a eu 28 ans. Ouais. Ça y est, on quitte la team en tête. Moi, j'ai eu 28 ans au mois de mai et ça y est, Juju a eu 28 ans cette semaine. Qu'est-ce que ça fait d'ailleurs 28 ans? Bah écoute, je me dis que 27. En vrai de vrai, tu vois, c'est toujours pareil, il faut se remettre un peu de perspective en arrière. Je m'imaginais à peu près au stade où on en est quand j'avais 20 ans, tu vois. Donc je pense que c'est bien de se rendre compte qu'on atteint les objectifs et que en plus j'étais réaliste, tu vois, sur tu vois, à 20 ans quand j'avais 20 ans, j'imaginais pas qu'à 28 ans je serais en jet privé, tu vois, mais j'imaginais qu'à 28 ans, grosso modo, je dépendrais plus d'un patron, que j'aurais atteint plus ou moins ce que je veux en termes d'objectifs financiers, tu vois, le truc de quand j'ai envie d'un truc je l'achète et je me pose pas trop la question en termes de prix. Donc tu vois, ça c'est des trucs où je suis assez satisfait là-dessus de me dire bon finalement en termes d'avancement sur la petite décennie qui s'est passée depuis que j'ai commencé mes études, etc., que en termes d'objectifs et en termes d'accomplissement on est pas mal. Par contre c'est vrai que là le seul truc c'est que quand j'ai eu 27 ans, je me suis dit bon, je veux que en gros ma 28e année je sois moins épuisé. Ouais, pour l'instant c'est et pour le coup, ouais. si l'année a quand même été moins fatigante que l'an dernier, mais c'est vrai que on a toujours eu beaucoup de galères et que là j'aimerais bien, tu vois, si je dois formuler un vœu pour la prochaine année, c'est juste qu'on ait moins de problématiques en tout genre sur avant tout en lien avec l'État et les autres professionnels, tu vois. C'est toujours pareil, tu peux pas dire que tu n'as pas de problème avec tes locataires parce qu'en fait tu fais de l'IMO, c'est sûr qu'à un moment donné tu auras des contacts avec des locataires qui auront des problématiques. Je veux dire, c'est comme si tu as justement une entreprise de e-commerce, tu peux pas dire je veux faire mon entreprise de e-commerce et je veux jamais qu'il y ait un colis qui se perde, tu vois. C'est le genre de truc, c'est obligé que ça arrive. Mais c'est vrai que là, pour le coup, maintenant, j'aimerais bien qu'on arrive enfin à travailler des gens qui font leur taf, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, petite news, sinon on a eu la Marianne encore cette semaine. Et pour ceux qui ont suivi et qui le savent pas, quand vous achetez un appartement sur plan, en fait, pendant les 2 années qui suivent la réception de votre appartement, vous n'avez pas de taxe foncière à payer, vous avez seulement la taxe d'ordures ménagères. Et bon, nous, d'ailleurs, du coup, ça fait 2 ans maintenant, parce qu'on l'a récupéré en février 2023, je crois. Voilà, on a eu l'avis de taxe foncière de notre appart. Alors pour ceux qui savent, pour ceux qui se situent un petit peu, on est dans l'agglomération de Montpellier. On a un appart qui fait 84 mètres carrés, un truc 82, ouais. Ouais, voilà. On est dans un village, hein, on n'est pas dans une ville. Et on paye 1 500 € de taxe foncière. Je crois qu'il y a 300 et quelques de taxes d'ordures ménagères. Enfin, je suis abasourdie du prix. Vraiment, ouais, c'est hors de prix. Surtout que moi, je le rappelle, je le ramène aux autres taxes foncières qu'on a par rapport à ça. On a des fois sur des immeubles de 4 lots une taxe foncière qui est inférieure à ce qu'on paye ici juste pour un appart, quoi. C'est un truc de zinzin. Donc bon, là, on a reçu le premier. Je pense que il y a le LMNP qui va pas tarder à tomber et après tous les autres, on les attend par courrier. On vous fera une belle photo sur Instagram qu'on aura tous les avis de taxes foncières. Je pense qu'il y en a pour 25 000 €, un truc ouais, comme ça. De mémoire, faut que je recalcule exactement entre 22 et 25. Après, on n'a pas la totalité à notre charge parce qu'il y en a une partie qui est payée par les locataires directement, en tout cas sur les biens professionnels. Sur les pros, mais c'est vrai que c'est quand même sur nos comptes que ce sera prélevé directement. Et c'est vrai que j'ai oublié de dire ça t'avais fini sur le sujet des taxes foncières. Ouais, j'ai fini. J'ai oublié de raconter ça, mais c'est vrai que pour mon anniversaire, j'avais décidé de me faire un peu kiffer cette année. Je me suis commandé une bête de PC gamer, je sais pas pour ceux Moi, j'ai pas la vision, je vous avoue. Ouais, Marie a pas la vision.
dépenser autant d'argent dans un PC, j'ai pas du tout la vision, mais pourquoi Ceux pas. dans les auditeurs qui sont gamers, ils auront un peu la référence là-dessus, mais grosso modo, j'ai toujours bien aimé j'ai toujours joué sur PC et en gros, quand j'étais ado à l'époque, forcément quand vous dépendez de l'argent des parents, t'as le PC pas le moins cher, mais je veux dire, vous allez à Darty, tu mets 700 € dans ton PC, déjà ta daronne elle trouve que c'est hors de prix, et toi t'as même pas en plus un PC de fou et tout, tu dis bon vas-y, le jour où j'aurai les moyens, je me fais kiffer. Il y a à peu près 5 ans en arrière, je décide de changer de PC parce que j'avais un problème sur l'ancien et j'hésite déjà à l'époque à me faire péter un PC de fou furieux parce que à l'époque entre guillemets on travaille tous les deux, on a des bons revenus, on a de l'argent de côté, mais je me dis mettre 3000 balles dans un PC, Ouais, puis surtout, etc. on sortait du Covid, etc. Donc en fait, on n'avait pas beaucoup de loisirs, on pouvait pas partir en vacances, parce qu'il y avait le problème des vaccins et je sais pas quoi. Effectivement, t'avais décidé de craquer ton slip. Ouais, complètement. Et du coup, je me dis bon, est-ce que je me fais kiffer ou pas? Et à l'époque, je suis raisonnable, tu vois, je prends genre un PC à 1400 € que je paye un peu moins cher parce que je le commande sur un site allemand, etc. Et je me dis surtout à l'époque, la réflexion que j'ai, c'est on n'a pas encore de société pour le déduire, tu vois. Du coup, je me dis bon, on verra dans quelques années. Là, à nouveau, j'ai un problème de PC il y a pas très longtemps et je me dis bon, allez, ça y est, là cette fois tu te fais kiffer, ton anniversaire arrive bientôt, je me prends grosso modo une bête de guerre avec pour ceux qui s'y connaissent une carte graphique, une Nvidia 5080, etc. Et en fait, le PC a vraiment arrivé le jour de mon anniversaire, presque coup de chance, tu vois. Je me dis vas-y, c'est bon, je me fais mon petit unboxing, j'ouvre le PC et là, au moment où je l'ouvre, où je commence à déballer, retirer les protections, je vois un énorme coup à l'arrière du boîtier, je me dis bizarre. Je tourne le PC, je le regarde, je vois la carte graphique elle est en Y. Mais quand je vous dis en Y, c'est-à-dire qu'en gros elle était normalement à l'horizontale et là elle est quasiment à la verticale. Ouais. Et en fait elle est morte de chez morte. Le PC, je pense que le livret elle a dû taper un foot avec le carton, c'est pas possible. Je te jure. C'est tellement gros, je sais pas comment il a pu faire. Ouais, et qu'en plus au début je me dis il y a peut-être que la carte graphique qui est fracassée. En fait la lime a pris, la carte mère a pris. Je pense qu'en fait le PC est intégralement mort. Donc bien sûr c'est une livraison, je vais me faire rembourser, etc. Mais je me dis, tu sais, c'est toujours le truc de, tu sais, tu déballes ton cadeau et là en fait tu vois que le truc est mort de chez mort et surtout pour ceux qui s'y connaissent, ça fait mal au cœur de voir une carte graphique à 1300 balles qui est juste morte parce qu'en fait la prise PCI a été complètement arrachée. Donc et là en plus je me dis quoi, je me dis mon dieu les business de livraison et de e-commerce parce que je pense à la marque du coup je suis passé par Flow Up, c'est même pas un placement de produit ni rien mais il y a peut-être encore certains qui connaîtront c'est via la chaîne YouTube Fresh Hardware et eux c'est leur business de vendre des PC à distance et de les faire livrer et je me dis mais le nombre de casques qu'il doivent y avoir et je sais qu'il y en a beaucoup parce que à l'époque pour ceux qui connaissent Asher en crypto j'avais regardé une de ses vieilles interviews où il disait qu'il avait arrêté les fermes de minage, bon déjà parce que avec l'évolution des technologies etc il y avait de plus en plus de blockchain qui passaient au proof of stake mais grosso modo quand il y avait encore le proof of work ils vendaient des fermes de minage et en fait ils étaient pas rentables parce que ils avaient tellement de casse dans les livraisons que grosso modo ils avaient un colis sur 3 qui arrivait fracassé et du coup c'était de la perte sèche pour eux quoi. Bah ouais, je veux bien le croire, à 30 000 balles le PC, si on revient C'est ça, parce que ça fait un peu chier. parce que là je me mets à la place de la boîte chez qui j'ai acheté ce PC là donc ils vont être obligés de me rembourser mais eux c'est la full perte parce qu'honnêtement sur un PC à 3000 balles alors je pense qu'il doit leur revenir avec les tu sais le fait qu'ils achètent en gros à mon avis en termes de pièces le PC doit leur revenir un peu plus de 2000 balles, je pense qu'ils font un peu moins de 1000 € de marge et je pense ils peuvent récupérer 300 balles de pièces dessus, tout le reste explosé quoi. Vraiment. Donc voilà un peu, ça a été un peu un drame, moi j'étais là en même temps ça coûte si cher, pourquoi est-ce qu'on achète ça? Ouais, c'est Enfin bref, bon, je pense qu'on l'aura, mais tu l'auras mi-septembre à mon avis, le temps qu'ils viennent récupérer celui-là qui te l'ancien renvoie qui le renvoie un nouveau. nouveau. Donc sachant que ça vient de Belgique en plus. Donc, Ouais, en plus c'est un truc en Belgique donc en plus ça met une semaine donc là je vais avoir une semaine de délai pour le renvoyer, une semaine d'attente pour le nouveau. Donc bon, écoutez, c'est les aléas de la vie, c'est pas si grave, mais bon. Non, mais c'était juste l'anecdote sur. Moi, je trouve que c'est surtout par rapport au e-commerce. Parce qu'en vrai, tu sais, j'aurais pu être juste le consommateur en mode vas-y, je m'en fous, ils m'en renvoyer un. Mais sur le moment, je me dis putain, en vrai, pour eux, c'est full perte parce qu'en réalité, le transporteur ne rembourse pas le prix du PC alors que c'est full la faute du transporteur. Ouais, c'est clair. On parle peut-être un petit peu de Bayrou, non? Ouais. Ça, je sais pas ce qui lui est arrivé. Tu sais, j'ai cru que c'était une IA quand tu m'as envoyé la vidéo. Quand je t'ai envoyé la vidéo. Je sais même pas à quoi il a parlé à quoi, un conseil des ministres? Non, je sais plus, ça va être sur TF1, sur France 2, c'est un pote qui m'a envoyé l'interview parce qu'il sait que justement comme on a le podcast, ça le faisait rire, il me dit tiens comme ça tu pourras en parler parce qu'en fait je sais plus sur quel plateau TV Bayrou est passé, donc pour ceux qui ne savent pas Bayrou c'est le Premier ministre, hein, si vraiment vous vivez dans une grotte. Et ça a tellement changé quand vous... Oui, non mais voilà, c'est ça. Honnêtement je pense que je suis pas vraiment capable d'en citer d'autres, je sais que Darmanin c'est la justice, mais après je t'avoue que les autres j'ai même
pas leur blase, mais Bayrou, il a plus ou moins déclaré sur une chaîne de télé que s'il y avait autant de dettes, si la dette était autant supportable en France, c'était quand même avant tout à cause des boomers qui en avaient plus que largement profité, que ce soit via leur salaire en tant que fonctionnaire, via les aides pendant le Covid, via les retraites. Et j'étais en mode, mon Dieu, cet homme-là aura donc été courageux une fois dans sa vie pour dire qu'en fait, si on a plus de 3000 milliards de dettes en France, c'est à cause des boomers. Donc, je me dis, voilà, si jamais vous aviez encore des doutes sur ce qu'on vous dit sur le podcast, le Premier ministre a confirmé. Voilà, donc c'est bien de le reconnaître, tu vois, faut t'avouer à Oui, moitié pardonner ou non, pas, tu vois, absolument mais pas, mais effectivement, ouais. Tu veux faire un petit point crypto parce que tu as eu un call intéressant cette semaine? ouais, tout à fait. Pour ceux qui nous suivent depuis un moment, peut-être que ça vous parlera, mais on avait parlé de cette personne-là. En fait, on le connaît dans notre vie à nous. Ouais, c'est un ami depuis le collège. Ouais, voilà. Et c'était lui qui, en fait, avait fait des gros gains crypto en 2021. Et en fait, il avait perdu son statut étudiant. Et du coup, Il s'était fait taxer à la Puma. à la putain, voilà. Donc, L'URSSAF lui a demandé 9 000 €, un truc comme ça, ouais, je crois. sur 50 000 € de gains, donc il a déjà payé 30% de flat tax, donc il a déjà payé 15 000 balles d'impôts, et l'URSSAF lui avait en plus demandé, je crois que c'est plus que 9 000, hein. J'ai plus le montant exact en tête. Bref, il s'était fait soulever par la fiscalité déjà à l'époque, donc maintenant il est plus bête, il vit plus en France, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais du vacciné. coup, il travaille, on va dire, à 100% en crypto. Je sais pas si je peux dire les boîtes pour qui il a travaillé, mais en tout cas aujourd'hui, il a son compte, il a un fonds donc c'est un petit fonds, hein, faut pas imaginer un truc non plus à 15 000 milliards, mais grosso modo, voilà, il est en train de faire son expérience entrepreneuriale là-dedans. Et du coup, c'était intéressant de parler avec lui. On a parlé investissement parce que lui s'intéresse pas mal à l'immobilier. Moi, ça m'a permis d'avoir un peu quelqu'un de beaucoup plus calé que moi en crypto. Et on a pas mal parlé du marché. Et c'est intéressant, c'est qu'en fait, on était plus ou moins sur la même vision. Et je pense que c'est une vision que j'ai envie de vous inviter à avoir. Alors, c'est pas du conseil en investissement, mais c'est juste que pour moi, c'est du recul et avant tout de la réalité sur le marché tel qu'il est aujourd'hui, parce que j'entends encore trop souvent des gens qui me disent non mais là le marché va encore faire x2, là le marché va encore faire x3, non mais là on est jusqu'au début, non mais là la saison elle va arriver à tel moment, etc. En réalité, on a la même vision de se dire qu'en fait on est proche du but sur le marché, sur ce bull run, c'est-à-dire qu'en fait on est proche du top, et qu'au contrairement à ceux qui vous disent que en réalité là on est au tout début et que ça va vraiment péter sur 2026, bah c'est pas notre sentiment. Donc encore une fois, si vous avez d'autres idées, vous avez d'autres analyses et que vous avez une stratégie en rapport avec celle-là, c'est bien. Mais je pense que si vous êtes encore dans l'effet un peu de vous dire tout est beau dans le meilleur des mondes et ça va faire que monter, en réalité, que ce soit sur les principales cryptos, moi j'attends peut-être une dernière poussée, tu vois. Ouais. Que ce soit sur Bitcoin, sur Ethereum, sur Ripple, etc. On peut peut-être encore aller chercher des nouveaux ATH, sachant que l'Ethereum a quand même fait un petit ATH il y a une quinzaine de jours. Il a tapé les 4900, alors que son ancien ATH, je crois que c'était 4830 en dollars. Bref, pour moi, on n'ira pas chercher beaucoup plus haut, parce qu'en fait, Pour lui aussi ou pas? Pour lui aussi, on est déjà haut. Faut pas oublier que ceux qui ont acheté bas au moment où c'était le bear market, etc., ils sont déjà sur des très gros multiples. L'alt season, très sincèrement, je peux pas vous dire qu'il y en aura pas, hein. Il y a peut-être un moment donné où toutes les petites cryptos vont se faire à faire des multiples, etc., mais ça risque d'être court. Tout le monde risque d'être déçu, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup qui sont en moins-value sur leur portefeuille de crypto, et même moi-même, on va dire, heureusement, j'ai fait mes gains sur Bitcoin, sur Ethereum, sur Solana, sur Ripple, sur certains projets comme Link, comme Sui, comme Hype, mais la réalité c'est que j'avais aussi plus d'une quinzaine d'autres coins dans mon portefeuille qui n'ont fait que baisser depuis que je les ai achetés en 2023, 2024. Donc honnêtement, pour moi, faut pas attendre un truc de fou. Et si vous êtes largement plus-value et que vous avez prenez vos gains, vendez certaines cryptos. Je pense que c'est bon de à un moment donné prendre des gains et de pas rester collé. Moi, à titre d'exemple, je suis déjà à 60% en liquidité sur mon portefeuille. Donc, au final, je suis plus investi qu'à 40%. Ça veut pas dire que si ça monte encore, je vais rien gagner, mais ça veut juste dire que je suis beaucoup plus proche de la sortie que de l'entrée, et que ce qui est sûr, c'est ce que j'ai sorti, ce bull run là, je ne le re-rentrerai pas pour l'instant. Sauf si, je sais pas moi, si demain il y a à nouveau un crash et que l'Ether retourne à 1500 $, là, je rentrerai, tu vois. Mais si on reste dans les semaines qui viennent entre 4000, si on retourne visiter peut-être les 3000, c'est pas forcément pour ça que je continuerai à rentrer. Donc, je pense que c'est intéressant de savoir qu'on avait vraiment la vision là-dessus, et aussi le fait que
à tous ceux qui ont pensé que Bitcoin et Ethereum, ça valait plus forcément le coup d'investir dessus parce que, entre guillemets, c'est sont déjà chers, que c'est pas là-dessus que vous allez faire un fois 10 ou un fois 100. C'est compliqué de faire des fois 10 ou des fois 100 sur des cryptos aujourd'hui parce qu'en réalité, il y a tellement de nouvelles cryptos qui sont émises tous les jours que on va dire que en dehors du top 20, du top 30 des grosses capitalisations, vous avez trop de projets nuls qui n'apportent pas de valeur et que le côté qu'on avait encore en 2018 puis qu'on a eu encore en 2021, 2022 qui était le fait que n'importe quelle crypto juste parce qu'elle avait l'air cool et que ça vendait du rêve, ça suffisait à exploser. Aujourd'hui, on revient qu'on est vachement plus à des fondamentaux de concrètement un projet, qu'est-ce qui rapporte. Et tu vois, on va être sur des trucs comme une blockchain comme Hype avec Hyperliquid où derrière on a un token qui sert à quelque chose, sur lequel on a une blockchain qui crée de la valeur, qui permet de générer des transactions, de générer des frais et de payer le réseau, plutôt que de simplement des produits qui sont en mode on va révolutionner le monde mais on sait pas encore comment et qui en réalité ne feront jamais rien. Je te parle chinois. Ouais, carrément. Bon, ben désolé pour tous ceux qui n'ont pas suivi, mais voilà, grosso modo, si aujourd'hui vous avez un portefeuille en crypto et que vous êtes largement en gain, prenez des gains. Maintenant, par exemple, pour ceux qui sont rentrés trop tardivement ou qui sont pas du tout en gain sur votre portefeuille, pour moi là, c'est un peu plus compliqué. Si vous êtes rentré tardivement, pour moi, de toute façon, vous êtes rentré trop tard dans ce bull run-ci, plutôt que vous visiez à échéance 4-5 ans le prochain bull run et que grosso modo vous mainteniez un DCA. Donc bien évidemment, si vous avez des grosses sommes d'argent et que vous demandiez si c'était le moment de les rentrer en crypto, absolument que c'est pas le moment du tout. Et si à l'inverse, vous avez peut-être un portefeuille qui est peut-être en moins-value, moi je vois souvent des sondages sur Twitter de beaucoup de particuliers qui disent qu'ils sont en moins-value sur leur portefeuille. Je pense qu'à ce moment-là, il faut que vous remettiez en question sur qu'est-ce que vous avez mis dans votre portefeuille. À mon avis, vous avez vraiment pas mis la bonne chose. Vous n'êtes pas resté sur les fondamentaux de mettre du Bitcoin, de l'Ethereum. Vous avez dû mettre beaucoup d'altcoins en vous disant non mais ça va péter, je vais devenir beaucoup plus riche comme ça. Et en réalité, aujourd'hui, vous le payez. Malheureusement, pour vous, à part chercher un point de sortie, essayer de vous sauver un peu les miches et de repartir sur d'autres bases et de revoir une stratégie de portefeuille cohérent pour le prochain bull run, je peux pas vous sortir de solution miracle à l'instant T. Ok. Bon, bah voilà pour le petit point crypto. Mais on arrive au bout de ces actus de la semaine. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes, ça nous aide au niveau de l'algo, à nous laisser un petit commentaire, à nous joindre sur Instagram, Quitte le Boomer Dream et la Fouserie. On vous partage chaque semaine un petit peu notre quotidien d'investisseur. Et on se dit à jeudi pour un prochain épisode. Salut à jeudi. À bientôt. Ciao.